Bonjour tout le monde. C'est mieux. Monsieur le directeur général de l'ISP Mbazangungu, distingués membres du comité de gestion, professeurs, étudiants, distingués invités à vos qualités, à l'ISP Mbazangungu qui organise cette conférence et qui nous donne cette occasion de m'adresser à vous tous, étudiants, professeurs, publics. Le sujet du jour, la loi Tchiani, est un sujet d'actualité. Ça fait couler beaucoup d'encre. Je vais vous dire que quand j'ai proposé cette loi en 2021, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne l'ampleur que nous avons aujourd'hui. Le tout a commencé par un tweet. J'adore envoyer les tweets. J'ai envoyé un tweet vers 2h, 3h du matin. Le tweet disait simplement que je pense que pour protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, nous devrons réserver la présidence de la République et d'autres fonctions de souveraineté aux Congolais nés de pères et de mères congolais d'origine. Et quand j'ai envoyé ce tweet-là, je me suis endormi aussitôt après, vers 2 heures du matin. Je me réveille à 5 heures du matin, je réallume mon téléphone. Je trouve qu'il y avait environ 5000 réactions. C'est la première fois que je voyais ça. Mais la première réaction était celle venue de quelqu'un qui était contre l'idée. Mais il s'y est mal pris en m'insultant, en disant « Qui êtes-vous pour nous dire ce que nous devons faire ?» Quand nous on s'est battu ici, où est-ce que vous étiez? Vous mangez des beefsteaks à Washington et maintenant vous venez, vous voulez changer les règles du jeu. Nous n'allons pas accepter votre proposition. Et parce qu'il a réagi comme ça, tous les autres compatriotes se sont rabattus sur lui. Ils ont commencé à réagir. Donc, dans les 5000 réactions que j'avais reçues, une réaction était contre et 4999 réactions étaient pour. La bagarre avait commencé. J'ai essayé maintenant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le matin, j'étais par les médias qui voulaient savoir ce que j'entendais par réserver les fonctions de souveraineté aux Congolais nés de père et de mère. Alors je me suis mis à expliquer. De quoi s'agit-il en réalité? Vous vous rappelez qu'en 1994, les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda avaient envahi la République démocratique du Congo pour chasser du pouvoir le maréchal Mobutu Sese Seko. Ils ont chassé Mobutu Sese Seko du pouvoir. Ils ont installé au Congo Laurent Désiré Kabila comme président. 1 an, 2 ans plus tard, Laurent Désiré Kabila s'est disputé avec ceux qu'il avait installés au pouvoir et il les a chassés du Congo. Parmi les gens qu'il avait chassés, il y avait James Kabarebe, qui était le chef d'état-major de l'armée, et il a été suivi par Azarias Ruberwa. Je ne sais pas quelle est la fonction qu'il occupait à l'époque, mais il y avait aussi Bizima Karaha, qui était ministre des Affaires étrangères. Ils sont retournés chez eux au Rwanda. On découvrait pour la première fois que les gens qu'on nous avait présentés comme étant des Congolais n'étaient pas des Congolais, c'était des Rwandais. Maintenant, une fois qu'ils sont retournés chez eux, ça n'a pas duré longtemps. Moins de 48 heures après, James Kabarebe a pris un avion plein de militaires rwandais. Il connaissait exactement où se trouvaient les sites stratégiques en République démocratique du Congo qu'il fallait frapper, qu'il fallait neutraliser. Il a pris un avion plein de militaires rwandais. Ils sont revenus pour attaquer la RDC. Mais pas attaquer la RDC n'importe où. Ils sont allés tout droit pour prendre la base militaire de Kitona.
ils ont pris la base militaire de Kitona. Vous vous rappelez? Après avoir pris la base militaire de Kitona, ils ont pris aussi le contrôle du barrage hydroélectrique d'Inga. Et ils ont coupé l'électricité du barrage hydroélectrique Inga qui alimentait Kinshasa, au point où les enfants qui étaient dans des couveuses à l'hôpital général de référence sont morts de cette coupure d'électricité. Maintenant, je me suis dit, comment on en est arrivé là? C'est parce que nous, en tant que pays, nous avons laissé des gens qui n'étaient pas loyaux à la République démocratique du Congo occuper des fonctions stratégiques et ils connaissent nos secrets et qu'en cas de conflit, ils vont nous neutraliser rapidement en prenant possession de ces sites stratégiques. Maintenant, il s'est fait que les militaires rwandais et ougandais et burundais qui étaient venus sur le sol congolais, Kabila Père a commencé à les combattre en faisant appel à l'armée angolaise, l'armée sud-africaine, mais aussi l'armée du Zimbabwe. Vous vous rappelez? Tous ces militaires-là sont venus s'affronter sur le sol congolais. Et ils ont été, tous ces militaires, rejoints sur le sol congolais par qui? Par les militaires des armées des pays venus dans le cadre de la MONUSCO, de la MONUC d'abord et ensuite de la MONUSCO pour maintenir la paix en RDC. L'afflux de ces militaires étrangers a littéralement créé des conditions où ces étrangers, ils ont épousé des femmes congolaises. Ils ont violé des femmes congolaises. Ils ont pris des femmes congolaises comme ils voulaient, fabriquant au passage près de 5 millions d'enfants. Près de 5 millions d'enfants qui ont un parent congolais, un parent. La constitution de la RDC que j'avais consultée disait que est congolais, c'est lui qui est des pères et des mères congolais comme vous et moi, ou bien celui qui a un parent congolais, un parent étranger, il est aussi congolais au même titre que vous et moi, ou bien un étranger naturalisé congolais peut se naturaliser, on peut être indien et on prend la nationalité congolaise, ou bien on peut être un apatride. Un apatride, ça veut dire quelqu'un qu'on ramasse dehors, là, on ne connaît pas qui est son père, qui est sa mère, même s'il a des yeux à côté comme un Chinois, il est congolais. Alors, la Constitution, dans l'article 72, dit que pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, vers ce Congolais-là, qui ne peut pas être 100% loyal à la République démocratique du Congo. C'est ça que nous voulons éviter. Nous nous disons, au lieu de mettre le pays dans cette situation de risque, où les décisions qui peuvent être prises par le chef de l'État ou ceux qui sont dans des positions de souveraineté peuvent compromettre la stabilité, l'intégrité territoriale, la souveraineté du pays et l'indépendance même du pays. Au lieu de prendre ce risque-là, autant dire à ces compatriotes-là qui sont des pères ou des mères que nous vous aimons beaucoup, mais vous allez faire autre chose. Vous allez rester en dehors des postes de souveraineté que nous allons conserver exclusivement dans les mains des Congolais, des pères et des mères, dont nous sommes sûrs de la loyauté à 100% à l'égard de la RDC. Les gens vont me dire, mais vous faites la distinction entre Congolais. Cette distinction-là, elle est nécessaire pour l'intérêt général du pays. Pourquoi? Parce que la souveraineté que nous voulons protéger et l'intégrité territoriale sont des biens intangibles qui vont profiter à qui? Aux Congolais des pères et des mères, aux Congolais des pères ou des mères, aux étrangers naturalisés congolais, aux apatrides devenus congolais, qui ont tous intérêt à ce que le Congo soit un pays stable, prospère, qui donne des chances égales à tous ses citoyens. C'est ça la première justification de cette proposition-là. Ceci va entraîner une modification de l'article 72 de la Constitution. Pourquoi? Parce que cet article 72 de la Constitution dit aujourd'hui que pour être candidat à la présidence, il suffit simplement d'être congolais d'origine. Et nous ajoutons, virgule, né de pères et de mères congolais d'origine. Voilà le premier volet de la loi que nous proposons. Il y a un deuxième volet de la loi. Ce volet concerne l'article 10 de la Constitution,
qui dit que la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être congolais et détenir une autre nationalité, française, belge, indonésienne, jamaïcaine, ainsi de suite. Je me suis posé la question, qu'est-ce que nous gagnons avec cette disposition et quelles sont les conséquences de cette disposition aujourd'hui? Les conséquences sont que depuis un certain temps, ce Congo a été mal géré. Il y a eu la mauvaise gouvernance, il y a eu la dictature. Ce qui a fait que beaucoup de nos compatriotes ont fui la situation misérable du pays pour aller se réfugier à l'étranger, chercher des opportunités de travail, chercher à étudier, à acquérir des expériences là-bas. Mais pour trouver du travail en France, en Belgique, aux États-Unis ou dans n'importe quel pays, ces Congolais-là sont tenus de pouvoir prendre les papiers du pays pour être en règle avec la situation du pays qui exige qu'ils puissent avoir des nationalités de ces pays-là pour être en mesure de travailler. Quand ils trouvent du travail, après avoir pris ces papiers de ces pays-là ou ces nationalités étrangères, ils nourrissent leur famille avec les salaires qu'ils gagnent. Ils gagnent même de l'argent supplémentaire qu'on envoie tous les mois par Western Union aux familles qui sont restées au Congo ici, dans la misère, dans la pauvreté. Donc ces gens-là, ils sont utiles pour nous. Ils permettent aux familles qui sont ici de vivre correctement avec des transferts d'argent qui sont faits à partir donc de l'étranger. Mais nous disons, parce que vous vous êtes mis en règle avec les exigences des pays de résidence, vous n'êtes plus des citoyens congolais. Moi, je pense que c'est une contradiction. À cause de cette disposition-là, devinez combien de Congolais ont perdu la nationalité congolaise? 15 millions de Congolais. Il y a 15 millions de Congolais éparpillés dans la diaspora partout dans tous les pays du monde qui ne sont plus Congolais, qui ont perdu la nationalité congolaise pour avoir pris des papiers qui leur permettent de vivre dans les pays de résidence. Mais 15 millions de Congolais, ça veut dire la population de Congo-Brazzaville, plus la population du Gabon, plus celle de la République centrafricaine, plus celle du Burundi. Quel est ce pays-là qui jette à la fenêtre 15 millions de ses citoyens parce qu'ils ont pris un papier qui dit simplement que vous êtes français, donc vous pouvez travailler en France? J'estime que ce temps de raisonnement-là est dépassé. Ces gens-là sont des héros nationaux. Ils se sacrifient pour pouvoir faire vivre les familles qui sont restées ici. Par conséquent, nous proposons que la loi soit changée. Pour passer de la nationalité congolaise, on dise la nationalité congolaise est irrévocable. C'est-à-dire que quand vous êtes congolais, nous sommes tous nés congolais, nous vivons congolais, nous allons mourir congolais et on va nous enterrer comment? Congolais. Si vous allez à l'étranger, vous prenez des papiers étrangers, ça vous regarde. Etalio, comme disent les Quinois, ça vous regarde. Quand vous revenez au Congo, à l'aéroport international d'Indili, vous présentez le passeport congolais, aucune question ne doit vous être posée pour savoir est-ce que vous êtes aussi indonésien, est-ce que vous êtes aussi libanais, ainsi de suite là-bas. On vous accepte chez nous parce que vous êtes l'un des nôtres. Par conséquent, ce changement-là simplement va pouvoir réunir la population congolaise qui est divisée aujourd'hui. Nous sommes divisés entre les 107 millions de Congolais qui vivent dans le pays et les 15 millions de Congolais qui sont dans la diaspora à qui on a refusé la nationalité congolaise. Donc cette loi, au lieu de diviser, elle réunit les Congolais qui sont déjà divisés aujourd'hui. Notre population est de combien? 7 millions plus de 15 millions d'habitants. On devient un pays plus important en population, on est déjà un pays très important en superficie. Et l'avantage de ce changement-là, c'est que ces 15 millions d'habitants-là, qui sont à l'étranger, ils ont fait des études de haut niveau, dans des pays parfois très avancés, plus avancés que nous, dans des meilleures universités que les nôtres. Ils ont développé des expertises dans des domaines différents. Nous avons besoin de ces expertises-là pour pouvoir développer le pays, parce que les ressources humaines constituent la matière première de développement d'un pays. Toutefois, nous devons être prudents. À cause des velléités d'occupation que certains pays voisins ont exercées sur la RDC pendant les 3 dernières décennies, nous voulons exclure la double nationalité avec les pays voisins de la RDC, et particulièrement
ceux qui ont eu des velléités d'occupation ou de colonisation de la RDC comme le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Mais nous allons généraliser ça dans un premier temps avec tous les pays limitrophes de la RDC. Pas de double nationalité avec eux, mais on peut avoir la double nationalité avec n'importe quel pays du monde qui reste. Voilà, mes chers compatriotes, les deux dispositions qui sont du verrouillage des fonctions de souveraineté et d'exclusivité de la nationalité congolaise d'origine. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans la loi? Comme vous le savez, je ne suis pas un député national et je ne suis même pas sénateur. Je n'ai même pas un poste politique aujourd'hui en RDC. Je suis un simple professeur d'université. Concernant cette loi, une équipe de juristes qui ont travaillé avec moi, on a conçu la loi. Et il fallait faire arriver la loi nationale. Pour le faire, la procédure exige qu'on ait un député ou plusieurs qui endossent la loi. Et je voudrais rendre hommage à un député exceptionnel. Il s'agit du député Nsingi Pululu Servo Pichu, originaire du Congo central, qui, moi je dirais, c'est un député exceptionnel. Il est exceptionnel, pourquoi? Parce qu'il est jeune, il est intelligent, il est patriote, il a des convictions au même titre que moi. Au fait, les gens disent que nous sommes des jumeaux, mais nous sommes des faux jumeaux. Il a les mêmes convictions que moi. Et Nsingi Pululu a pris sur lui la responsabilité de la loi, l'a déposée dans les mains de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale l'a étudiée et actuellement, elle est alignée pour débat lors de cette session parlementaire de mars 2023. Nous espérons qu'au courant de ce mois de mai, avant que la session parlementaire de mars soit clôturée le 15 juin, la loi sera discutée et adoptée. Mesdames et messieurs, je voudrais peut-être m'arrêter là pour vous donner l'occasion de poser des questions. Je sais que j'ai parlé de beaucoup de choses, mais il y a certainement beaucoup de personnes qui ont aussi des questions donc, dans leur tête, et je suis venu pour ça. Merci. Les applaudissements nourris une fois de plus pour ce dispositif. Américaine. La Cour suprême américaine s'est réunie, ça n'a même pas fait 2 minutes. On a dit la loi est dure, mais c'est la loi. Vous n'êtes pas né sur le sol américain, dehors. Il n'est pas éligible. Donc, pendant qu'il y a la présomption d'innocence, ces gens-là, ils sont présumés aussi innocents comme tous les autres. C'est-à-dire que même s'ils sont nés à l'extérieur des États-Unis, ces gens peuvent être très loyaux aux États-Unis, et je suis sûr qu'ils le sont. Malheureusement, la loi étant là, ayant défini les règles, ils ne satisfont pas à ce critère-là. Par conséquent, ils sont éliminés. C'est la même chose aussi ici chez nous. Parmi les gens que nous disons ne sont pas, sont des pères ou des mères, il y en a qui peuvent être très loyaux à la République démocratique du Congo. Mais nous ne voulons pas prendre ce risque-là. En faisant le cas par cas, nous avons une règle générale qui va s'appliquer à tout le monde. C'est pour cela que, malgré cette présomption-là, nous répondons en disant toujours « Duralex, c'est lex ». Il y a le docteur Loufoua qui a soulevé la question d'apatride. Pas question qu'il puisse occuper certaines fonctions, ainsi de suite. C'est ça notre point de vue aussi. Nous disons, tous ceux qui ne sont pas des pères et des mères, ils peuvent occuper toutes les fonctions en RDC. Et nous avons fait la liste des fonctions que nous considérons sont essentielles, sont vraiment des fonctions de souveraineté. Ces fonctions-là, nous devons nous assurer qu'elles sont assumées par les Congolais de père et de mère. Quelles sont ces fonctions? Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, défense, justice, intérieur et affaires extérieures. Le directeur général de la DGM, de la Direction générale des migrations, l'administrateur de l'ANER, de l'Agence nationale des renseignements, le haut commandement militaire de l'armée, c'est-à-dire tous ces généraux-là qui font la guerre. Quand on les envoie à l'Est, vous entendez qu'ils ont changé de tenue, ils sont devenus des Rwandais. Nous allons nous assurer que ceux que nous allons envoyer là ne vont plus changer de tenue.
parce qu'ils sont à 100% congolais. Ils n'ont pas d'affiliation ou d'affinité avec le Rwanda. Le haut commandement du commissariat général de la police, encore les généraux au niveau de la police, les hauts magistrats de la République, les gens comme le président de la Cour constitutionnelle ou le président de la Cour de cassation, les gouverneurs de la Banque centrale du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, donc la CENI, les gouverneurs des provinces et leurs adjoints, les ambassadeurs de la République démocratique du Congo à l'étranger, parce qu'ils représentent le chef de l'État et par conséquent la politique extérieure donc, du pays. Et enfin, serrez vos ceintures s'il vous plaît, les épouses et les époux de tous ceux qui occupent des postes de souveraineté. Et je vais vous dire la logique. La logique est que si on veut que les fonctions de souveraineté soient occupées exclusivement par les Congolais nés de pères et de mères congolais, pour éviter des situations de conflit d'intérêts. Mais quand vous avez une épouse dans la maison qui est rwandaise ou bien qui est ougandaise, mais vous êtes dans la même situation de conflit d'intérêts parce que vous ne pourrez pas prendre des décisions qui vont à l'encontre des intérêts de son pays. Par conséquent, pour éviter ça, nous disons, vous voulez occuper les fonctions de souveraineté, mariez-vous à une Congolaise. Et je vais vous dire pourquoi. Nous avons 107 millions de Congolais. 60% sont des femmes. Et parmi ces femmes-là, il y en a qui sont très belles et très bonnes. Trouvez parmi elles, donnez-leur une occasion, l'opportunité. Trouvez parmi ces femmes-là celle qui vous plaît. Trouvez parmi ces femmes-là celle qui vous plaît. Et il y a même un député national, M. Mbao, qui a dit que si vous trouvez que la dot qu'on vous demande est trop chère, il propose qu'on puisse baisser la dot à $500. Donc, mariez-vous entre vous quand vous voulez assumer les fonctions de souveraineté. Mais cela ne veut pas dire qu'on vous empêche d'aimer n'importe qui. Vous pouvez aimer une Allemande, une Française, une blonde, tout ce que vous voulez. Et vous l'amenez ici chez nous, devinez quoi? Nous allons bien l'accueillir. Nous allons l'accueillir et nous allons même l'appeler notre belle-sœur nationale. Mais vous pourrez tout faire dans le pays, vous n'allez pas occuper les fonctions de souveraineté. C'est ça la logique. Maintenant, je crois que j'ai répondu. Il y a M. Loufoua qui a parlé. Je n'ai pas compris très bien ce qu'il voulait dire après. Je crois que j'ai répondu à ce que j'ai entendu. Merci. Je voudrais remercier les deux intervenants. Le premier, le secrétaire général académique de l'ISP, a demandé le lien qu'il y avait entre la loyauté et l'origine de la personne. Et je crois que les deux questions d'ailleurs sont liées parce que le secrétaire général scientifique, le chef des travaux, a demandé si la loi que nous avons proposée, c'était du copier-coller, du bon sens ou une expérimentation qu'on voudrait faire. Je voudrais dire que le Congo, la RDC n'est pas seule sur la planète. On est venu sur une planète où il y a beaucoup d'autres pays. Je ne sais même pas combien de pays au total il y a. Il y a à peu près 188 pays. Ces pays-là, ils ont leur histoire, ils ont vécu leur histoire. Certains des problèmes que nous avons aujourd'hui ont été déjà expérimentés par d'autres pays qui ont trouvé des solutions. Si bien que quand nous arrivons, nous avons notre histoire la plus récente allant de 1994 à aujourd'hui, où nous avons vu, moi je ne connaissais pas avant la signification du mot infiltration. J'ai découvert ce mot-là pendant que M. Laurent Désiré Kabila était là. Quand il a dit, j'avais fait venir James Kabarebe et quand j'ai dit, vous quittez le pays, vous rentrez chez vous, l'armée rwandaise doit partir. Bizima Karaha dit, l'armée s'en va, nous ne serons plus en sécurité, nous devons partir. Et M. Laurent Désiré Kabila lui dit, mais tiens, je vous croyais congolais. Comment est-ce que vous voulez partir quand l'armée rwandaise part? Donc vous étiez infiltré, vous n'étiez pas réellement donc congolais. Même chose avec Rouberois, même chose avec les autres. Par conséquent, M. Laurent Désiré Kabila, basé sur cette expérience-là, avait déjà pris la décision qu'il fallait vider les postes, certains postes au niveau de l'administration publique congolaise,
des éléments qui étaient infiltrés parce qu'ils n'étaient pas loyaux à la RDC. En cas d'un pépin entre la RDC et le Rwanda ou la RDC et notre pays, ces gens-là pliaient bagages, ils partaient. Entre-temps, ils ont déjà eu accès à tous les secrets sur l'organisation interne. Si bien que James Kabarebe a fait usage de ces secrets-là en prenant d'otage le barrage d'Inga, en coupant l'électricité, en tuant nos enfants à l'hôpital général de notre propriété. Ayant vécu ces événements d'infiltration. Mais on dit, il y a une expression qui dit, comment est-ce qu'on dit, quelqu'un qui est mordu une fois, il devient beaucoup, le chien est chaud. Voilà. Alors, on nous a eu la première fois. On serait naïf de se faire avoir pour la deuxième fois. Si bien que quand j'ai commencé à rédiger cette loi, j'ai regardé tous les pays du monde. Je me suis posé, est-ce que je suis fou pour proposer quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs? J'ai regardé les États-Unis, je me suis dit, tiens, voilà, ils ont un poste. J'ai regardé la Tunisie. La Tunisie dit que pour être président de la République en Tunisie, il faut être de nationalité tunisienne et avoir 4 générations de parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tous des Tunisiens. La Zambie, ici à côté, elle dit la même chose. Et la Zambie a connu une histoire que je voudrais partager avec vous. Il y avait un président qui s'appelait Sata. Vous vous rappelez le président Sata, qui avait comme vice-président M. Scott. Et les Zambiens n'accordaient pas beaucoup d'importance au vice-président parce qu'ils savaient que c'est le président qui gère le pays, le vice-président. Mais la Constitution disait qu'en cas de vacances de pouvoir, c'est le vice-président qui devient président. M. Scott, il est d'origine écossaise. Il est blanc. Les Zambiens ne s'y attendaient pas. M. Sata meurt au pouvoir. Quand il meurt, le matin, les Zambiens se réveillent avec un blanc qui fait un discours à la télévision qui dit « Chers compatriotes, je suis votre président ». Tout le monde dit quoi? Vous êtes président, vous êtes blanc dans un pays des Noirs et vous dites que vous êtes notre président. On leur dit, regardez la Constitution. Les Zambiens se sont réunis immédiatement. Ils ont dit, nous allons redéfinir les règles du jeu. Vous êtes président temporaire. Vous allez organiser des élections. Mais vous n'êtes pas autorisé à vous présenter comme candidat à l'élection présidentielle définitive. Et on a dit, dans la Constitution zambienne, que désormais, pour être candidat à la présidence, il faut avoir la nationalité zambienne, comme Scott, comme tout le monde. Mais il faut avoir les 2 parents zambiens by birth, c'est-à-dire des pères et des mères. Ils ont changé la Constitution pour répondre à ce défi-là. Vous regardez d'autres pays, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Irak, ainsi de suite, là, ils ont ces dispositions-là. On serait le seul pays naïf de la planète où n'importe qui peut venir de n'importe quel pays et devenir président de la République ici. Vous savez pourquoi cette loi elle est importante? Quand nous l'avons présentée avec Honorable Nsingi Pouloulou à l'Assemblée nationale, moi je suis surpris par l'ampleur des choses. Suivez les radios internationales. Jeune Afrique, RFI, Le Monde, Le Figaro, BBC, Voice of America, tout le monde parle de cette loi. Je me suis dit, mais tiens, c'est aussi important que ça. Mais ils parlent de cette loi, ils sont tous contre cette loi. Alors, j'ai pensé à ce que Nelson Mandela avait dit aux députés sud-africains. Les députés, en plus donc de ces médias étrangers, les ambassadeurs de l'Union européenne, ils sont allés s'ingénuer dans le bureau de Mbosso en lui disant, s'il vous plaît, il ne faut pas aligner cette loi-là. Il ne faut pas qu'on vote sur cette loi, il faut étouffer ça. Je me suis dit, mais tiens, Nelson Mandela disait aux députés sud-africains, si vous votez des lois et que vous voyez la communauté internationale applaudir, c'est que vous avez trahi votre pays. Mais si vous votez des lois et la communauté étrangère, donc, internationale donc, est contre, mais votre peuple est en train d'applaudir, c'est que vous avez fait votre travail de représentant légitime du peuple sud-africain. Par conséquent, mesdames et messieurs, cette loi ici consacre la 2e indépendance de la République démocratique du Congo après celle
deuxième indépendance de la République démocratique du Congo parce qu'en 1960, on nous a truqués. On a fait en sorte qu'on nous donne des dirigeants qui sont là, qui paraissent comme nous, mais en réalité qui travaillent pour les intérêts de l'Occident. Conséquence, malgré l'abondance des ressources naturelles que nous avons, nous sommes aujourd'hui un des pays les plus pauvres de la planète. Parce que nos dirigeants n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, nous voulons réclamer la responsabilité pour la gouvernance de notre pays. Et je sais maintenant que parmi nous, parmi les des pères et des mères, il y a tout le monde. Il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui sont corruptibles, des gens qui ne sont pas corruptibles, ainsi de suite là. Mais notre devoir maintenant en tant que peuple souverain, c'est de choisir parmi les des pères et des mères, les meilleurs d'entre nous pour qu'ils nous représentent valablement. Pour que ces gens-là, quand on les choisit, on regarde leur niveau d'études, leur niveau d'intégrité, leur expérience professionnelle et surtout leur capacité à nous rassembler, à mettre tout le monde ensemble. Je suis désolé d'entendre nos compatriotes au bas de la RDC, au sud là-bas, qui menacent que si cette loi est adoptée, ils vont prendre les ciseaux et scinder le Katanga. Mais je suis navré. Le Katanga n'est qu'une province parmi 26. C'est comme vous dites, vous voyez mon corps là, c'est un entier, c'est un tout entier. Si vous me menacez que si je fais ça, vous allez couper mon doigt, c'est que vous n'avez pas compris que le doigt là ne va pas survivre tout seul, en dehors donc du corps, qui constitue donc le tout pour tout le monde. Par conséquent, je voudrais donner un conseil à ces leaders katangais là. Je pense qu'il se situe en 1960. Nous sommes en 2023. En 2023, le Congo a besoin de rester un et indivisible. Et nous avons besoin d'utiliser les meilleures ressources humaines, les placer là où elles doivent être pour que nous puissions développer ce pays-là au profit de tous. Il n'y a aucune différence entre un Katangais et quelqu'un de Bazangou, on l'appelle comment? Un Bandois? Gongoa. Il n'y a aucune différence entre un Gongois et un Katangais, entre un Katangais et un Kassaïen, entre un Kassaïen et un Boyomé, entre un Boyomé et un Bandundois, ainsi de suite. Là. Nous sommes tous les mêmes, nous devons tous militer pour l'unité et le développement accéléré de la République démocratique du Congo qui pourront profiter à tout le peuple congolais. Donc, il n'y a pas de règle qu'en étant des pères et des mères, on sera plus efficace. Mais parmi ces des pères et des mères, choisissons les meilleurs d'entre nous et ils vont nous tirer avec leur vision, leur expérience, leur éducation pour que nous puissions nous développer et ça va profiter à tout le monde. Merci. Bon, je voudrais remercier tous les intervenants qui viennent de parler l'un après l'autre. Je commence par la question soulevée par le secrétaire général à la recherche, qui revient sur la question d'infiltration, qui avait commencé avec Bisengimana, qui n'occupait pas les fonctions de souveraineté. C'est vrai que Bisengimana n'occupait pas les fonctions de souveraineté, mais en réalité, il occupait la fonction de souveraineté. Vous savez pourquoi? Il était directeur de cabinet du président de la République, un poste de souveraineté. Et Bisengimana agissait au nom du président de la République dans tout ce qu'il faisait. Donc, c'est là que ceux qui sont dans des fonctions de souveraineté doivent exercer leur meilleur jugement en ce qui concerne le choix des collaborateurs. Vous, on vous a mis à un poste parce que c'est un poste de souveraineté qui exige que vous soyez des pères et des mères. Et vous allez vous entourer des gens qui ne répondent pas aux mêmes préoccupations de loyauté à l'égard du pays. C'est vous qui avez trahi le pays. La faute en ce qui concerne Bisengimana revenait au président Mobutu. Et le président Mobutu, malheureusement, avait cette politique-là de mettre dans ces postes-là des gens qui ne pouvaient pas être loyaux à 100% à l'égard de la RDC, qui lui devaient la loyauté à lui tout seul, parce qu'il ne visait que la protection de son pouvoir. Après Bisengimana, on a vu le premier ministre qui a duré le plus longtemps avec le président Mobutu Seki, Kengo Adondo.
encore quelqu'un dont la mère était rwandaise, le père était polonais. Il n'avait aucune loyauté à l'égard de la RDC. Sa seule loyauté était à l'égard de qui? Du maréchal Mobutu. Donc, si on vous met dans ces postes-là et que vous ignorez les principes qui ont guidé à votre choix en tant qu'un des pères et des mères, et vous vous entourez n'importe comment, vous faites échec à la loi telle que nous l'avons conçue aujourd'hui. Par conséquent, tous les postes énumérés là, moi je pense que si nous sommes consciencieux, on doit s'assurer que non seulement la tête d'affiche, mais ses collaborateurs répondent aussi aux mêmes critères pour éviter qu'il y ait des tripatouillages, des sabotages de ce que la loi est supposée donc réaliser en ce qui concerne la protection de la souveraineté du pays. Maintenant, le secrétaire général chargé de la recherche vient de démontrer qu'il est vraiment le secrétaire général en charge de la recherche au niveau de l'Institut supérieur pédagogique. Il me demande la méthodologie. C'est vrai, nous avons utilisé une méthode comparative. D'ailleurs, je vous annonce que je viens d'écrire un livre qui a été envoyé chez l'éditeur la semaine dernière. Le livre s'intitule « Des pères et des mères ». J'explique dans ce livre toute l'idéologie autour de ça, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises interprétations. J'explique la méthodologie suivie et je présente une étude comparative des différents pays, au niveau africain, au niveau d'Amérique latine, au niveau d'Europe, quels sont les pays qui ont dans leur constitution cette disposition-là. Et vous serez surpris, nous sommes les derniers à pouvoir nous réveiller sur cette question. Vous savez, le pays à côté, la Zambie, non seulement qu'ils avaient modifié la constitution là, il y a quelque temps pour inclure la disposition d'être Zambien de père et de mère, ils ont même introduit une disposition, pas dans la constitution, mais dans une réglementation, dans une loi, pour dire qu'un policier, un militaire, un agent de sécurité, il lui est strictement interdit d'épouser une femme étrangère. La Zambie ici à côté. Pourquoi? Pour des raisons que nous avons avancées tout à l'heure là. L'épouse avec qui vous passez du temps tous les jours, c'est votre premier conseiller. Elle a accès à toutes les informations que vous avez. Qui sait si votre épouse est une espionne à côté de vous? Elle ne le fait pas pour vous nuire, mais parce que son pays lui demande de donner l'information sur tel respect, elle le fait inconsciemment. Pour éviter ça, on s'est dit, quand vous êtes dans ces postes-là, épousez une femme nationale, locale. Pourquoi? Parce que ça évite cette situation de conflit d'intérêts. La méthodologie donc que nous avons suivie, c'est la méthode comparative avec d'autres pays. Et nous y avons appliqué, et vous l'avez bien dit, du bon sens. Parce que la situation de la RDC, elle est unique. Nous sommes un des rares pays à avoir 9 voisins, à avoir tout plein de ressources naturelles que tous les pays voisins envient et que tous les pays occidentaux qui sont loin donc de nous essayent de passer par les pays voisins pour avoir une richesse. Nous devons concevoir des lois qui puissent nous protéger contre la perte de la souveraineté nationale. C'est pour cela que quand vous évoquez le cas de Bisengimana, je vous ai donné tout à l'heure la liste des postes à verrouiller. Je continue à penser que ce n'est pas suffisant, qu'il faut verrouiller davantage. Je vous donne mon exemple aux États-Unis. J'étais un jeune étudiant à Adelphi University à New York, une école spécialisée en banque et marché financier dans le Wall Street. J'ai terminé mon MBA, Masters of Business Administration. Cette école-là, c'est une école juive. Elle est très prestigieuse. Quand vous terminez, avant même de terminer, toutes les banques new-yorkaises viennent vous interviewer et sélectionnent les meilleurs. Moi, j'étais interviewé par 5 banques. Toutes les 5 banques m'ont offert du travail. Venez travailler chez nous. Parmi ces banques-là, il y avait la Fed, la Banque centrale américaine. J'avais choisi immédiatement d'aller à la Fed. Je voulais faire carrière à la Fed. La Fed m'a envoyé le billet d'avion. J'habitais New York. Ils m'ont envoyé le billet d'avion pour aller au siège de la Fed à Washington.
Je suis arrivé à Washington le premier jour où je devais me présenter au travail. On vous donne donc une fiche sur l'identité. Vous devez remplir votre identité. Vous êtes né où, vous avez quel âge, votre état civil, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Et je donne ma fiche d'identité à la dame qui s'appelle Juanita Johnson. Elle regarde, elle tient les mains comme ça. Elle dit, I can't hire you. Je ne peux pas vous recruter. Je demande pourquoi. Elle a dit, la Banque centrale américaine, c'est une agence du gouvernement fédéral. Vous ne pouvez travailler ici que si vous êtes américain. Moi, j'étais résident permanent. Les résidents permanents, c'est comme les citoyens américains. Ils ont ce qu'on appelle la green card. Vous pouvez travailler partout aux États-Unis. On m'a dit, vous ne pouvez pas travailler ici. C'est la loi. Vous ne pouvez pas travailler dans une agence du gouvernement fédéral. Par conséquent, vous pouvez travailler partout aux États-Unis, dans le secteur privé, dans les banques. Ils m'ont recommandé pour aller travailler à la JP Morgan Chase. Regardez sur Internet, c'est la plus grande banque du monde. C'est une banque commerciale, une banque d'investissement. Je suis allé là-bas, j'ai fait 10 ans. Je suis très satisfait de la carrière que j'ai faite. Mais est-ce que je suis mort parce que je n'ai pas travaillé à la Banque centrale américaine? Non. Donc, il y a des opportunités que tous les autres Congolais qui ne sont pas des pères et des mères peuvent occuper. Vous pouvez être président du club de football. Vous pouvez travailler dans la vente, non, vous pouvez travailler dans la vente de poissons, de Makayabu. Vous pouvez faire tout ça, occuper des postes dans le secteur privé. Mais vous ne pouvez pas, vous pouvez même être ministre des Sports. Mais vous ne pouvez pas occuper les postes de souveraineté parce que ça va vous mettre dans une situation de conflit d'intérêts. Nous voulons vous protéger d'ailleurs. Imaginez si vous êtes dans une situation de conflit d'intérêts et vous décidez, vous prenez une décision contre la RDC en faveur de l'autre pays, de l'autre parent. Mais les Congolais vont vous haïr, ils vont vous jeter des... Pour vous éviter donc cette situation-là, on vous dit, vous êtes le nôtre. Faites tout en RDC, mais n'occupez pas les forces de souveraineté. Moi, je pense que c'est juste, c'est honnête. Maintenant, la loi a été présentée en juillet 2021. Pourquoi on a attendu jusqu'aujourd'hui? Pourquoi ce n'est pas encore adopté? Je vais vous dire que quand vous présentez une loi à l'Assemblée nationale, moi aussi j'ai appris parce que je ne l'avais jamais fait avant. Quand cette loi a commencé, elle a commencé comment? Par un citoyen qui n'est pas député. J'ai rédigé la loi. Après l'avoir rédigée, il fallait trouver un député parce que moi, je ne pouvais pas présenter la loi au niveau de l'Assemblée nationale. J'ai passé du temps à rencontrer les députés pour voir qui pouvait faire ce travail-là. Je suis tombé sur Singhi Pouloulou. Et quand vous voyez Singhi Pouloulou, il a du sang chaud. C'est-à-dire qu'il est patriote, il est jeune, il veut prendre le risque et il est plus ou moins comme moi, incontrôlable, pas manipulable. Je me suis dit, voici quelqu'un qui peut nous représenter valablement. Parce qu'il y avait des craintes que si je prenais n'importe quel député, les autres, là, les ennemis de la République, allaient l'approcher, lui donner de l'argent et on allait lui demander de torpiller la loi. Singhi n'est pas ce genre de personne-là. Donc, on a mis du temps pour trouver la personne qu'il fallait. Une fois qu'on a trouvé la personne qu'il fallait, en juillet, la session parlementaire qui venait, c'était la session de septembre, n'est-ce pas? C'était la session budgétaire. L'objectif était d'approuver le budget. Donc, on a mis toutes les autres matières-là, législatives de côté, pour traiter du budget. La session de mars qui a suivi, il y avait d'autres priorités. Vous vous rappelez, on est tombé en pleine crise donc, de Covid. Qui allait s'occuper donc de ces histoires donc, de loi? Donc, on est passé d'une session à l'autre avec des priorités qui ont fait que la loi était reléguée au deuxième niveau. Maintenant, je pense que tous ces arriérés législatifs ont été remis sur la table et c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir traiter de cette loi-là. Il y a des gens qui disent « Oh, mais voilà, vous sortez la loi à quelques mois des élections, par conséquent, vous êtes téléguidé par quelqu'un pour éliminer les concurrents. » Ben, moi, je vais vous dire une chose. Au moment où j'ai présenté cette loi en juillet 2021, il n'y avait aucun candidat déclaré à l'élection présidentielle. Aucun.
Donc je ne connaissais pas qui allait être candidat. Pourquoi est-ce que je pouvais sortir une loi sans connaître qui allait être candidat et viser tel individu? Ça ne faisait pas du sens. Mais je voudrais aussi vous rappeler une chose. Au moment où j'ai déclaré ma propre candidature à l'élection présidentielle, à partir des États-Unis en 2016, la fiche de campagne que j'ai montrée tout à l'heure au secrétaire général chargé de la recherche, la fiche de campagne donc disait Noël Tchani Mwadianvita, candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, 100% congolais et loyal à la RDC. Les gens n'ont pas fait attention à ce que je disais. Toute ma campagne était basée sur ça, 100% congolais et loyal à la RDC. En d'autres termes, je disais, moi qui suis des pères et des mères, je serai loyal à la RDC, faites-moi confiance. Mais mes compatriotes étaient distraits, ils n'ont pas fait attention à ça. C'est cette fois-ci, quand j'ai changé le mot 100% congolais, je l'ai remplacé par 100% congolais, par des pères et des mères, que ça enflammait donc la toile. Il fallait trouver en quelque sorte donc le bouton magique, le point sur lequel il fallait puis appuyer pour que tout le monde puisse donc se réveiller. Donc, mesdames et messieurs, rassurez-vous, il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire. Il n'y a personne qui me dicte quoi que ce soit sur cette loi-là. Je suis indépendant, je ne suis pas manipulable. Et ce que je fais là, je le fais parce que je suis convaincu, c'est dans l'intérêt de mon pays et du peuple congolais. Notre ami a dit que la loi était anticonstitutionnelle. Je vais vous raconter l'histoire de la constitution de la RDC. Pendant la période de Mobutu, les 32 ans de Mobutu, la constitution de la République du Zaïre disait ceci à son article 7. Pour être candidat au poste du président du mouvement populaire de la Révolution, président de la République du Zaïre, il fallait être zaïrois d'origine, virgule, né de père et de mère zaïrois. Pendant la période de Mobutu, cette disposition de père et de mère existait. C'est pour cela que les gens comme les Kengo Wadondo, ils étaient des premiers ministres, mais inéligibles pour la présidence de la République. Les Bisengimans pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, ils ne pouvaient jamais occuper le poste de président de la République. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? On nous fait la guerre, on chasse Mobutu du pouvoir. Les belligérants, ils se réunissent en Afrique du Sud pour réécrire une nouvelle constitution. Ces belligérants, qui sont-ils? On doit les connaître. Il y avait le RCD Goma, soutenu par qui? Le RCD Goma de Azarias Ruben, soutenu par le Rwanda. Il y avait le MLC de Jean-Pierre Bemba, soutenu par l'Ouganda. Et il y avait la FDL de Mzee Laurent Désiré Kabila, soutenu par l'Angola, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et consorts. Maintenant, tous ces gens-là, quand ils, ces belligérants-là, quand ils se sont réunis en Afrique du Sud, ils ont réalisé que la Constitution avait mis des barrières sur qui pouvait devenir président de la République, en disant des pères et des mères. Ils ont barré la mention des pères et des mères. Ils ont laissé, il faut être congolais d'origine. Mais la définition du congolais d'origine a ouvert la boîte de Pandore. Ceux qui n'étaient exclus pendant la constitution de Mobutu sont devenus autorisés à se présenter à l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que être congolais d'origine, ça incluait non seulement les Congolais des pères et des mères, mais aussi les Congolais des pères ou des mères. C'est ainsi que Kengo Wadondo, qui n'était pas éligible pendant la période de Mobutu, s'est présenté candidat à l'élection présidentielle, immédiatement après cela. Donc, si nous ne fermons pas cette parenthèse-là pour remettre des pères et des mères comme c'était avant, nous avons ouvert la présidence de la République et les fonctions de souveraineté aux mercenaires venus de l'étranger, qui sont au service de l'étranger et qui vont vendre la RDC au mieux offrant. Par conséquent, nous redeviendrons des esclaves dans notre propre pays. C'est pour cela que je vous dis, mes chers compatriotes, ne soyons pas naïfs. Cette loi-là, c'est la deuxième indépendance de la RDC. Nous allons verrouiller, c'est-à-dire nous allons assurer que le pays qui nous a été légué par Simon Kimbangu et Patrice Emery Lumumba, ce pays-là, on nous l'a légué à nous, la génération d'aujourd'hui. Nous voulons nous assurer que nous allons le léguer aussi à vous, la jeune génération, pour que demain, après-demain, vous puissiez le léguer à vos enfants. C'est comme ça que nous allons garder le contrôle de notre bien commun, de notre patrimoine commun, qui est la République démocratique du Congo. Ne faisons pas l'erreur de faire entrer les loups dans la bergerie. Il faut que cette loi passe et passe maintenant. Maintenant, le président des étudiants
Il a dit que le président Félix, quand il a parlé à la Voix de l'Amérique, il avait dit que être Congolais de père de mère, est-ce que ça suffit pour bien gérer le pays? C'est une question légitime. Mais je vais répondre à travers votre question à son Excellence, Monsieur le Président de la République. En réalité, être Congolais de père et de mère ne garantit pas nécessairement la bonne gestion du pays. Mais avant de lui répondre dans les détails, je voudrais dire au Président de la République que ceux qui ont géré ce pays jusqu'à présent, qui sont-ils? Est-ce que ce sont seulement les Congolais de père et de mère? Non. Tout le monde a géré ce pays. Il y avait des Congolais de père et de mère, il y avait des Congolais de père ou de mère comme les Kengo, les Moïse Katumbi, tout ce monde-là, ils ont géré le pays. Mais aussi, il y avait des étrangers parmi les Congolais, parmi les gens à qui on a donné des fonctions régaliennes, comme les James Kabarebe et lui-même Bisengimana, ainsi de suite, les Seti Yale et tout ce monde-là. Par conséquent, il ne faut pas se blâmer les Congolais de père et de mère pour les mauvais résultats réalisés à travers la gestion que nous avons de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est que, tenant compte de ce passé-là sombre, nous voulons redéfinir les règles du jeu pour que désormais le Congo soit mieux géré par les ayants droit, les propriétaires de la terre. Vous savez, il y a toujours une différence quand vous laissez votre voisin, vous lui laissez, vous partez en voyage, vous lui laissez un budget pour gérer votre famille. Mais il y a une différence entre sa gestion et la gestion que vous pouvez assumer de votre propre famille. Parce que vous êtes concerné et vous voyez les conséquences aujourd'hui, vous allez les assumer demain, après-demain. Verrions, assurons-nous que désormais, le Congo sera toujours géré par l'un d'entre nous, dans l'intérêt de nous tous, et tout le monde va en bénéficier, y inclut les des pères ou des mères, les étrangers naturalisés congolais ou les apatrides. Merci de votre patience. On va essayer d'aller rapidement pour répondre aux questions qui ont été soulevées. La question de l'opportunité. Quelle est l'opportunité de faire passer cette loi aujourd'hui? Je vais vous répondre à cette question par une anecdote. Vous êtes père ou mère d'une famille avec des enfants et vous habitez une maison qui est une chaumière. Vous connaissez les maisons en chaumière, en paille là. Mais la maison se trouve au milieu de la forêt équatoriale. Vous avez toujours vécu là-bas. Vous avez toute votre famille, les enfants, vos parents, tout le monde habite la maison. Un jour, vous vous réveillez et l'idée vous vient que, tiens, si vous êtes dans une chaumière et la maison se trouve au milieu de la forêt équatoriale, qu'est-ce qui adviendrait à votre famille si la forêt est attaquée par les feux de brousse? Les feux vont venir, ils vont s'arrêter où? Ils vont finir dans votre maison. Et qu'est-ce qui va arriver à votre famille? Elle sera emportée. Vous vous dites, pour vous protéger, vous avez besoin de faire un terrain vide autour de la maison, laisser l'espace vide, installer les extincteurs. Extincteurs, c'est le système là pour jeter de l'eau. Pour que si le feu arrive, on va maintenir le feu à distance, vous allez sauver votre maison, votre famille et vos enfants. La question que je vous pose est celle-ci. Quand est-ce que vous pensez qu'il faut faire ce travail de nettoyage et d'installation d'extincteurs? Immédiatement, dans 1 an, dans 10 ans ou dans 30 ans? Qui pense qu'il faut le faire dans 30 ans? Qui pense qu'il faut faire dans 10 ans? Dans 5 ans? Qui pense qu'il faut le faire immédiatement? C'est ça la question de l'opportunité. Nous voyons un risque de perdre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et devenir une colonie des étrangers. Quelle est l'opportunité pour agir? Faut-il agir maintenant ou attendre dans 10 ans? Moi, j'estime que nous serions naïfs si on n'agissait pas immédiatement. C'est ça la question de l'opportunité. À la minute que nous avons identifié qu'il y a ce risque-là de perte de souveraineté nationale, nous devons agir immédiatement, maintenant. C'est ça la réponse à cette question-là. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions personnelles?
en quelque sorte de règlement de comptes à l'égard de certains individus. Vous vous rendez compte, nous sommes dans un pays de 107 millions d'habitants. Si je commence à concevoir des lois pour régler des problèmes avec le DG, je ne sais pas quel problème je peux avoir eu avec lui. Mais quand je règle ce problème-là avec lui à travers une loi, les 107 millions d'habitants, et vous, vous êtes là, demain j'aurai le problème avec le secrétaire général chargé de la recherche. Donc il faudra que je fasse une autre loi pour lui régler les comptes. Et quand je termine avec lui, je passe au suivant. Je vais faire combien de lois? 107 millions de lois pour régler des problèmes avec chacun d'eux. Je n'ai pas le temps pour ça. Quand j'ai conçu cette loi-là, je ne voyais rien d'autre que l'intérêt supérieur du peuple congolais, que la protection de la souveraineté nationale. Je m'en fous si au passage, il y a des individus qui tombent. S'il y a des individus qui tombent, toutes les lois dans le monde sont conçues comme ça. Aux États-Unis, quand ils ont dit que pour être président des États-Unis, il faut être né sur le sol américain, devinez combien de gens sont tombés. Je vous ai parlé de Kissinger, n'est-ce pas? Il y a Arnold Schwarzenegger qui est tombé, il y a Madeleine Albright qui est tombée. Il y a sur 350 millions d'habitants, 125 millions d'Américains qui ne sont pas éligibles à la présidence des États-Unis d'Amérique. Ils comprennent ça, ils se disent la loi est très dure, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est comme ça que les États-Unis continuent à être un pays très fort, très puissant. Par conséquent, ce que je fais là, je ne tiens pas compte des individus. Je n'ai pas le temps de viser un individu. Je vise la protection de la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et notre bien commun, qui est quoi? La République démocratique du Congo. Maintenant, est-ce que nous créons deux catégories de citoyens? Ceux qui peuvent devenir présidents, ceux qui ne peuvent pas devenir présidents. Vous avez d'abord, vous savez, on a déjà créé plusieurs catégories de citoyens. Vous savez, quand on vous dit que pour être candidat à la présidence, il faut déposer 100 000 $ de caution que vous ne pouvez pas récupérer. Qui a 100 000 $ dans cette salle ici et qu'il voudrait dépenser comme ça pour être candidat à la présidence, même s'il sait qu'il va perdre? Qui? Vous avez 100 000 $? Donc, on vous a déjà tout éliminé. Tous dans la salle, là, on vous a éliminé. Il n'y a que moi dans cette salle qui peut être candidat à la présidence. Vous voyez qu'il y a une certaine discrimination. Mais c'est une discrimination qui est positive. Pourquoi? Parce qu'on a défini les règles du jeu pour ne pas avoir une multitude de candidats. On a éliminé tout le monde, on va garder quelques-uns et on va sélectionner parmi ces gens-là. C'est ça que ça veut dire. Donc on a créé deux catégories de citoyens. Vous qui ne pouvez pas être candidat et moi qui peux être candidat. Mais c'est bien pour le fonctionnement de la démocratie qu'on ait des règles de jeu très claires. Alors, j'ai été ému par... Je n'ai pas retenu votre nom. Jean Sita. Docteur Jean Sita. Merci beaucoup pour votre intervention. Pendant que vous parliez, j'ai failli avoir des larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que vous parlez de Martin Luther King qui a été assassiné. Vous avez parlé de Mandela qui a été emprisonné. J'ai été dans la prison de Mandela pour voir là où il vivait pendant 27 ans. C'était inhumain. Et vous avez parlé de Simon Kimbangu. J'étais en Nkamba il n'y a pas longtemps, j'ai visité le mausolée et on m'a expliqué pourquoi il a été emprisonné. Quand il disait un jour, le noir deviendra blanc, le blanc deviendra noir, et ainsi de suite, c'est quelqu'un qui a vu très loin, pendant que nous autres, là où nos ancêtres qui étaient avec lui, ne pouvaient même pas penser donc à cela. Dans chaque génération, il y a des gens qui se sacrifient pour les autres. Et moi, j'ai aussi lu beaucoup l'histoire de Patrice Emery Lumumba. Quand je vois et je lis ses discours, et je suis ami avec ses enfants, Juliana, François et consorts, quand je les regarde, je me dis toujours, mais tiens, leur papa est mort pour nous. Et j'estime que le pays devait être plus reconnaissant, parce que je ne pense pas qu'on les aide comme on devrait les aider. Et je demande d'ailleurs à notre gouvernement d'être un peu plus humain, de regarder donc cette famille-là, parce qu'ils se sont sacrifiés. Leur papa s'est sacrifié pour nous. Il ne faut pas les abandonner ou les négliger. Est-ce que je suis venu trop tôt? Je voudrais d'abord, pour la petite histoire, vous dire, quand vous me parliez des gens qui sont assassinés et qu'on sort là, je reçois beaucoup de menaces. Je reçois des coups de fil à 2h, 3h du matin. On me promet de pouvoir me découper en morceaux. On raconte beaucoup de trucs. Et je leur dis, venez,
je ne pars nulle part. Si vous le faites, il y aura un autre Noël Tchani qui va surgir peut-être demain. Mais il faut qu'un jour ce pays-là soit sauvé par quelqu'un. Si ça peut passer par moi, tant mieux. Si ce n'est pas moi et que ce sera mon fils, tant mieux. Si ce n'est pas mon fils, il y aura quelqu'un d'autre parmi vous aussi ou bien vos enfants. L'essentiel, c'est que nous ayons un pays où nous vivons avec dignité, où on nous respecte. Alors, j'estime personnellement que je ne suis pas venu trop tôt. Je pense même que je suis venu trop tard. Parce que ce que nous faisons là, si on l'avait fait en 1960, on n'aurait pas connu tout ce que nous avons connu pendant les 60 dernières années. Donc, travaillons ensemble à partir de maintenant pour que cette loi devienne une réalité. Je le dis et je suis convaincu et je sais de quoi je parle. C'est la deuxième indépendance de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Une fois de plus, vos applaudissements nourris. Nous félicitons le professeur Noël Tchani pour son exposé magistral. Il a été à la hauteur, à la dimension. Et ça, c'est une bonne chose. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que vous arrivez à l'ISP de Mbanzamougou. Nous avons scellé une alliance qui va continuer à persévérer toujours entre vous et nous. C'est une bonne chose.